Voici 8 trucs pour mieux étudier à l'université parce que faire des études supérieures, c'est non seulement un privilège, mais c'est un plaisir que d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux savoirs et des nouveaux savoir-faire. Alors, qui suis-je pour vous expliquer comment mieux étudier? Ben, avant tout, une étudiante. J'ai passé de nombreuses années comme vous sur les bancs d'université et je suis toujours étudiante. Et des fois, quand on étudie et qu'on est adulte, concilier travail, famille et tout ça, ça paraît un petit peu comme mission impossible. Donc, ce que je vais vous livrer là, c'est une méthode que j'ai créée moi-même, inspirée par des professionnels et la recherche des dernières années. J'aurais bien aimé qu'on partage avec moi ces trucs-là avant que j'arrive au doctorat. J'avais déjà un bac et 2 maîtrises et je me suis rendu compte au doctorat que je travaillais complètement de travers en perdant un temps, une énergie folle et que j'y prenais beaucoup moins de plaisir finalement. Mais je suis aussi chargée de cours depuis plus de 25 ans. Donc ce que je vais vous dire, c'est aussi d'un point de vue d'une enseignante. Et notamment, ce que je vois souvent, c'est des étudiants qui arrivent en cours qui ne sont pas préparés. De plus en plus, dans tous les cours, on vous donne des choses à lire et des activités à faire, des fois des travaux même à faire avant de venir en cours. La plupart des universités ont même une espèce de barème disant que pour chaque heure de cours en classe, vous devriez passer de 1 à 3 heures à préparer cette heure de cours. Donc imaginez, vous avez 3 heures de cours dans une semaine, vous devriez passer 6 à 9 heures à les préparer. Et c'est comme ça, nous, vos enseignants, qu'on crée un cours. Donc quand vous arrivez en cours et que vous n'êtes pas préparé, ben moi je le vois. Mais surtout, on va vous mettre très souvent dans des groupes pendant le cours pour que vous travaillez avec vos collègues à appliquer la théorie que vous avez préparée. Si vous n'avez pas fait votre job avant de venir en classe, vos collègues vont le voir, eux. Et quelque part, ce réseau d'étudiants devient un réseau de professionnels. Qui plus est, ben, quand vous ne faites pas votre job et que vous ne préparez pas votre cours, ce qui va se passer en cours, vous en perdez tout le bénéfice. Donc vous perdez réellement votre temps. Et puis ce que je vois aussi, c'est des étudiants qui ont passé du temps et de l'énergie à se préparer, mais ça n'arrive toujours pas à le niveau qu'ils voudraient atteindre au niveau des évaluations et des devoirs. Ils ont fait les lectures, ils ont fait les activités, mais des fois ils ont oublié des choses ou ils n'ont pas réussi à faire la différence entre des détails d'une lecture et les grands points. Bref, quand vous arrivez à l'université, on part du principe que vous savez faire les choses et c'est absolument pas vrai. On apprend à conduire, on apprend à faire son métier et il faut aussi apprendre à être un étudiant finalement. Avant de faire des choses pour préparer réellement son cours concrètement, mais il y a des choses à faire avant tout ça. C'est un peu comme la cuisine. Si vous commencez une recette de cuisine juste en regardant la liste d'ingrédients et puis en démarrant le four ou la plaque et en commençant les premières étapes de la recette sans avoir d'abord fait certaines choses, c'est assuré que vous allez perdre du temps, de l'efficacité et que votre recette ne va pas du tout avoir l'air de ce qu'elle devrait avoir l'air. Je le vois tous les jours chez nous. Mon conjoint ne lit jamais une recette avant de la faire, il ne la lit pas jusqu'au bout. Donc il arrive en cuisine et puis il se rend compte à mi-chemin que le repas qu'il est en train de préparer, il aurait fallu que ça congèle pendant 4 heures ou quelque chose comme ça. Donc avant de faire les choses, il y a des choses à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour maximiser votre temps de préparation de chaque cours, il y a 4 étapes avant ça. Prendre votre temps, faire le tour du plan de cours et des choses que vous aurez à livrer pour l'ensemble du semestre. Rassembler vos ingrédients, comme en cuisine. Si vous ne rassemblez pas vos ingrédients, vous allez courir partout dans la cuisine pour vous rendre compte qu'il vous en manque, probablement. Et surtout, une étape qu'on oublie, choisir votre intention. On va regarder ça en détail. Prenez le temps rapidement, ça veut dire que dès que le plan de cours est disponible pour vous, généralement c'est 1 à 2 semaines, des fois plus, avant que le cours démarre, allez sur le plan de cours et faites le tour réellement de ce qui va se passer pendant le semestre. Et ça, vous le faites avec chaque cours. Le plan de cours, c'est votre Google Maps. Quand vous allez dans un endroit nouveau, vous ne regardez pas Google Maps alors que vous êtes déjà à mi-chemin. Vous le regardez avant pour vous faire une idée de ce qui va se passer. Le plan de cours, lisez-le 2 fois. Une première fois pour vous familiariser avec ce qui va se passer, avec de quoi le cours va avoir l'air, et une deuxième fois pour commencer à prendre des notes. Beaucoup d'universités, comme l'Université de Montréal, ont des plateformes en ligne où vous retrouvez vos cours sur un site dédié, fermé, qui est spécifique aux professeurs et aux étudiants. À l'Université de Montréal, c'est la plateforme Moodle qu'on appelle Studium.
Et donc vous allez retrouver beaucoup des informations et peut-être même, comme pour mes cours, toutes les informations sur le site Studium. Pour moi, comme pour beaucoup de mes collègues, tout ce qui est à lire est sur le site en ligne. Donc il faut que vous vous assuriez que vous savez naviguer ce site et que vous vous familiarisez avant même la première heure de cours avec les informations qu'il y a sur le site en ligne. Une des choses qui doit être très claire pour vous, finalement, c'est les objectifs d'apprentissage du cours. Ça va être votre cible pour le semestre. Et ces objectifs d'apprentissage vont être mesurés dans les travaux d'évaluation. Donc là, il faut que vous soyez clair sur quelles attentes on a dans les travaux que vous allez livrer, finalement, à quelle sauce vous allez être mangé. Maintenant que vous avez fait le tour, vous allez, comme en cuisine, une fois que vous avez lu votre recette jusqu'au bout, vous allez rassembler vos ingrédients. Vous savez, les shows de cuisine, on les voit toujours, ils ont le sel juste à portée de main, le poivre à portée de main, l'ail est déjà prêt, l'oignon est déjà coupé. Si vous ne faites pas ça avant, en cuisine comme dans le reste, vous allez perdre un temps fou. Donc, prendre du plaisir à faire les choses, c'est aussi ne pas perdre de temps à faire des trucs qui ne sont pas intéressants. Quand je vois les étudiants qui ont rassemblé leurs ingrédients et qui ont pris le temps avant d'arriver en cours, mais je vois des étudiants qui sont prêts, au lieu d'être complètement débordés. Ils sont capables donc pendant tout le semestre d'être proactifs plutôt que d'être toujours en réaction et de stresser, et tout devient beaucoup plus simple parce qu'ils sont en contrôle. L'intérêt, c'est qu'à la fin du semestre, au lieu d'avoir glané ici et là 2-3 savoirs en plus, eh ben, ils vont avoir emmagasiné beaucoup de savoir-faire. Le premier ingrédient que vous devez avoir avant de commencer un cours, c'est votre calendrier. Vous êtes peut-être habitué au papier, gardez le papier. Vous préférez l'électronique, gardez votre calendrier électronique. Mais quand vous lisez votre plan de cours, commencez à rentrer les dates importantes dans votre calendrier. Regardez combien de temps ça va vous prendre pour lire certaines choses, on va en parler plus tard. Et surtout, mettez des dates et si vous avez tendance à oublier, mettez-vous des alarmes pour les travaux d'évaluation. En référence, sous cet écran, vous avez des Gantt charts, donc que vous voyez ici au milieu. Un tableau Gantt, ça vous permet de voir la date limite et de travailler à l'envers pour connaître un petit peu le nombre de jours, le nombre de semaines que ça va vous prendre pour réaliser un travail. Donc on l'utilise dans la gestion de projet, et moi je l'utilise tout le temps. Je vous ai mis un exemple, mais vous n'êtes absolument pas obligé de l'utiliser. Utilisez le calendrier, la manière de vous organiser qui vous convient. Deuxième ingrédient, quand vous voyez des lectures et des travaux sur le plan de cours, commencez à catégoriser. Je vois certains étudiants attribuer une note de 1 à 5. Une note de 1, c'est par exemple une lecture qui va prendre 10 minutes. Une note de 5, c'est une lecture qui va prendre 45 à 50-60 minutes. Un travail qui fait 1, c'est un travail qui a 5 points et qui fait peut-être une page. Un travail de 5, ça va être peut-être un travail de groupe qui fait 30 pages. Tous les travaux, toutes les lectures ne sont pas les mêmes. Certains étudiants, je les vois coder avec des couleurs, ce genre de choses. Donc, ils savent ce qui va leur prendre du temps et ce qui va leur prendre beaucoup moins de temps. Troisième ingrédient indispensable, décidez d'un classeur, d'un cartable, de quoi que ce soit qui va vous permettre de garder toutes vos notes, tous vos brouillons de travaux, tous vos travaux dans un seul et même endroit. Certains étudiants aiment bien imprimer les diapositives PowerPoint avant. C'est absolument pas indispensable. Dans certains cours, vous n'avez même pas de diapositives PowerPoint, mais vous pourrez aussi les mettre dans votre cartable. L'intérêt, c'est que tout soit rassemblé parce que souvent, vous allez avoir des travaux qui vous demandent d'aller rechercher des choses dans vos notes. Et des fois, vous avez même, comme dans mes cours, un quiz à la fin, un examen à la fin du semestre qui vous demande d'aller fouiller dans vos notes puisque vous avez le droit à vos notes. Donc, assurez-vous que toutes vos notes sont bien rassemblées dans un même endroit et qu'elles sont classées, catégorisées. Maintenant, choisissez votre intention. Si vous faites un bac par cumul parce que vous voulez aller en maîtrise, vous avez besoin d'un A. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez juste un bac par cumul, votre intention, c'est de finir le cours dans les meilleures conditions possibles. Vous allez donc pouvoir vous contenter d'un B ou d'un C. Quelque part, vous n'avez pas besoin d'un A si personne ne va regarder vos notes. Donc, choisissez l'intention que vous avez. Certains d'entre vous, vous allez devoir sérieusement baisser la barre d'exigence que vous vous mettez en général. Quand je vois un étudiant qui vient vers moi et qui me dit « Oui, mais je ne comprends pas, je n'ai pas des bonnes notes dans ce cours alors que j'ai toujours des A+. »
Oui, mais pourquoi vous voulez des A+? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous faites ce cours? Choisissez une intention qui soit vraiment rationnelle et qui soit mesurable pour vous avant même que le semestre soit fini. Maintenant que vous avez fait les choses avant de faire les choses, voyons voir quels sont les trucs à faire, les choses à faire pour préparer ces cours. Ça se fait en 4 temps de préparer un cours tout au long du semestre. Vous allez préparer chaque cours, puis il y a aussi pendant le cours où vous participez, et puis quand vous sortez du cours, il y a encore des choses à faire, notamment des notes à compléter, des travaux d'évaluation. Avant le cours, c'est aussi important qu'après le cours, et c'est aussi important que pendant le cours. Quand nous créons des travaux d'évaluation, on crée des travaux qui tiennent en compte tout ça. Donc ça veut dire que si vous vous concentrez pas sur l'avant-cours et que vous ne préparez pas vos cours, vous allez perdre une partie de votre qualité de rendu au niveau du travail. Et si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire après le cours et que le cours est fini, ça y est, terminé, vous rangez tout, là aussi vous allez avoir un problème. Avant le cours, il faut que vous prépariez le cours en prenant des notes sur les lectures, les activités, les visionnements qu'il y a à faire. Des notes, ça se fait avec papier-crayon, ou ça se fait avec ordi-tablette, ou vous faites une combinaison des deux. Mais ça se fait surtout en regardant votre plan de cours ou le site de votre cours. Vous avez là tout ce que vous devez lire, visionner et préparer. Pour prendre des notes, deux façons de le faire, papier ou ordi, vous faites comme vous voulez. La recherche est assez ambiguë à ce sujet. Beaucoup de recherches sortent sur les études des étudiants et leur efficacité dans des évaluations de fin de semestre. Ceux qui ont fait les choses par écrit s'en sortent mieux, mais finalement on se rend compte que pour des quiz sur des savoirs, ceux qui ont fait les choses par ordinateur s'en sortent mieux. Personnellement, je continue de privilégier le papier, mais si vous avez l'habitude de l'ordi, faites-le. En aucun cas de recopier vos notes, ça ne sert jamais à rien. Il y a des éléments à préparer pour tous les cours et en grande partie, ce sera 5 éléments. Des livres, des cas, des articles de vulgarisation ou des articles scientifiques et des vidéos ou des éléments audio. On va voir comment on prend des notes sur chacun de ces éléments-là. Comment lire un livre? Je sais, ça a l'air insultant que je vous explique comment lire un livre, mais je me suis rendu compte au doctorat que j'avais lu tous les livres que j'avais à lire obligatoirement pour mes cours, de travers, en perdant un temps fou. Tout d'abord, on regarde le titre, l'auteur et la date, ce que j'appelle le TAD. Pas le TDA, le TAD. Ça nous donne un contexte. Et quand on va étudier un document, quand on va regarder une vidéo, pour avoir les informations les meilleures, pour les mémoriser après, notre cerveau a besoin qu'elles soient dans un contexte. Donc on va savoir qui est l'auteur, est-ce qu'il est intéressant finalement? Et le titre va nous donner de l'information théoriquement sur le livre, mais non seulement ça, mais la date. Si vous avez un livre des années 60, qu'on vous donne à lire parce que c'est un classique, il ne va pas se lire de la même manière qu'un livre qui est sorti l'année dernière. Pour ça, lisez avant toute chose, avant même d'ouvrir le livre, la 4e de couverture. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur les livres, sur cet endo. Un endo que d'habitude on lit quand on est soi-même à Renaud-Bré ou à Indigo et qu'on se cherche un livre et qu'on hésite. Lisez la préface. Je sais que personne ne lit jamais les préfaces. Pourtant, quand vous avez un livre à lire, c'est la première chose à lire. La préface, c'est un expert dans son domaine qui vous explique l'intérêt de ce livre. Il vous met donc toutes les informations que vous allez lire en contexte. Et après, lisez l'introduction. Je sais, encore, vous lisez jamais les introductions. Moi-même, je ne les lisais jamais. Pourtant, l'introduction va vous expliquer comment lire le livre. Certains livres peuvent être lus dans n'importe quel sens, n'importe quel chapitre. D'autres, ils vous expliquent que la partie théorique est d'abord dans les 3 premiers chapitres, et puis après la partie plus concrète, etc. Donc l'introduction, c'est indispensable. Une fois que vous avez fait ça, lisez la table des matières. Ça va vous donner la structure du livre. Et puis surtout, vous allez voir, un chapitre à lire, ça demande réellement combien de pages? Certains livres, c'est 10 pages, d'autres livres, c'est 100 pages. Regardez en scannant rapidement la structure de ces chapitres. Et là, seulement là, vous pouvez commencer à lire le premier chapitre que vous avez à lire pour le cours, que je vous encourage à lire avant même qu'il soit dû, parce que vous pourrez, dès le premier cours, si la matière vous pose problème dans le livre, poser des questions concrètes à votre enseignant. Comment prendre des notes? Parce que lire, c'est bien, mais prendre des notes, c'est mieux.
Beaucoup de méthodes de prise de notes existent sur Internet. Vous pouvez faire une recherche et vous en trouverez plein. Vous en avez peut-être une qui marche très bien. Je vous conseille la méthode Cornell si vous n'en avez pas. Ça peut être un bon choix. Donc la méthode Cornell, je prends une feuille de papier, je la divise en 4, la référence en haut. Ma prise de notes, c'est la partie B, donc la partie la plus importante de la feuille. Et là, ne faites pas des phrases entières. Utilisez des mots-clés, utilisez des dessins, des flèches, des couleurs. Les notes, c'est pas fait pour être propre et joli, c'est fait pour être lu que par vous. Puis, dans la partie C, dans la colonne de gauche, vous pourrez mettre les grands points, peut-être des nouveaux mots que vous aurez appris, des dates importantes, des personnes importantes. Et ce que j'aime bien faire personnellement, c'est y mettre toutes les questions que j'ai pendant la lecture. N'oubliez pas la partie A. C'est là où vous allez mettre la référence. De quoi s'agit-il? Si vous commencez à prendre des notes sur plusieurs articles, sur plusieurs livres, mais que vous n'identifiez pas vos notes, vous ne saurez plus à la fin du semestre quelle note parle de quel livre. Une chose importante, oubliez le surligneur. Surligner dans un livre, ça ne sert à rien. Je vois des étudiants qui surlignent la moitié d'une page. Franchement, vous allez revenir à la fin du semestre dans un livre qui est à moitié surligné. Vous saurez quelle est l'information importante ou vous aurez juste à relire tout votre livre. Donc, surligner ne sert à rien. Votre cerveau, il ne comprend pas le surlignage. Ce qu'il comprend, c'est quand vous prenez des notes à côté. Ce qui veut dire que la lecture, ce n'est pas un acte passif. Vous ne lisez pas un magazine, vous ne lisez pas un roman, vous êtes en conversation avec l'auteur. Et quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, généralement, vous posez des questions, vous renchérissez sur quelque chose et vous vous dites « Ah oui, ça c'est intéressant ». Donc il faut vous mettre dans cette position que lire quelque chose ou visionner une vidéo pour un cours, c'est actif. Ce qui veut dire que vous devez aussi planifier votre temps. En moyenne, on lit 250 mots par minute et une page d'un article ou d'un livre, suivant le format, à 500 à 1000 mots par page. Donc, assurez-vous que vous pouvez planifier vos lectures. Certains articles vont faire 3 pages, d'autres vont en faire 50. Et surtout, limitez les distractions. On en reparlera, mais c'est important que vous alliez à travers une lecture pendant au moins une demi-heure. Sinon, reprendre parce que, soudainement, vous aviez une notification Facebook ou un courriel qui rentre. Reprendre vous prend énormément d'énergie et double votre temps de préparation. Comment est-ce qu'on lit un cas? Dans les écoles de gestion, on adore les cas. On aime ça aussi dans les écoles de droit, en médecine et dans énormément de domaines. Donc vous aurez des cas à lire, c'est à peu près certain, et ça se lit d'une manière très spécifique. Là aussi, le TAD, titre, auteur et date. Scannez rapidement le cas avant de le lire réellement et scannez les appendices. S'il y a des appendices, c'est que l'auteur pense que ces informations-là sont très importantes. Ensuite, commencez à lire le cas et regardez qui est en jeu. Un cas, c'est une histoire entre plusieurs personnes, ou même une seule personne, qui va nous permettre d'appliquer de la théorie. Donc, il faut regarder qui sont les acteurs. Vous pouvez faire aussi un sociogramme. Je vous ai mis une référence en bas de l'écran pour voir comment vous pouvez faire des sociogrammes. C'est une excellente prise de notes pour des cas. Autre prise de notes intéressante, transformer les événements du cas, les incidents, en une ligne du temps, ce qui va vous aider à comprendre ce qui se passe. Un cas, c'est des problèmes, et souvent, on voit nos étudiants confondre les symptômes et les problèmes. Donc, assurez-vous qu'à la fin de la lecture, vous lisez vos notes et vous avez une liste des problèmes séparée d'une liste de symptômes. Souvent, on va vous guider dans la lecture et l'analyse des cas en vous posant des questions préalables. Donc, quand vos notes sont terminées, que vous avez fini de lire le cas, est-ce que vous avez répondu aux questions préalables? Si ce n'est pas le cas, recommencez la lecture et la prise de notes. Mais surtout, ne lisez un cas qu'après avoir lu la théorie. Le cas sert à illustrer, appliquer la théorie. Si vous n'avez pas lu la théorie que vous aviez hier avant, vous allez devoir recommencer. Parce que l'intérêt de la lecture d'un cas, c'est de se dire quelle théorie je peux appliquer à ce cas-là. Un article de vulgarisation est un article que vous trouverez dans la presse, dans le magazine Les Affaires ou même dans la revue Gestion qui est éditée par HEC. Donc des articles plutôt courts, des fois 1 à 3 pages, et qui sont lisibles par à peu près n'importe qui. Un ado de 15 ans pourrait lire un article de vulgarisation sans aucun problème. Même chose, le TAD, titre, auteur, date, pour situer exactement de quoi il s'agit, qui est la personne qui écrit. Et puis ensuite, la publication. Quelque part, le Huffington Post a moins de crédibilité que la revue Gestion.
Et oui, c'est le problème de notre époque. Mais on entend trop parler du Huffington Post quand même. Donc, est-ce que la publication a une crédibilité? Avant de commencer à lire, regardez le premier paragraphe et regardez la conclusion. Et là, vous mettez encore une fois les informations dans leur contexte. Et après, vous pouvez commencer à lire en allant chercher les grands points de l'auteur. Pour un article scientifique, la lecture est différente. Donc les articles scientifiques, on les trouve dans des publications scientifiques, évidemment, qui sont généralement des publications où, pour être publiées, il faut passer à travers plusieurs personnes qui vont relire l'article, qui généralement sont ou des PhD ou des doctorants, et qui vont critiquer l'article pour s'assurer qu'il y a un certain niveau, un standard dans la recherche qui est publiée. Donc il y a une manière de lire les articles scientifiques. Je me souviens qu'au doctorat, on en avait 1000 pages par semaine à lire à peu près et que je les lisais au tout début de mes études complètement de travers, je perdais un temps fou. Titre, auteur, date. Très important. D'où viennent ces gens? Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des profs? Est-ce que c'est publié en Europe, aux États-Unis, ailleurs? Ça va vous donner des informations. La date aussi. Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça a 50 ans? La publication est-elle une publication sérieuse? Il y en a qui sont quand même pas très sérieuses et il y en a qui sont beaucoup plus sérieuses que d'autres. Et ensuite, lisez le résumé. Donc c'est un seul paragraphe au tout début de l'article. En anglais, c'était intitulé l'abstract. Lisez-le même 2 fois et regardez les mots-clés déjà. C'est vraiment tout le résumé de l'article. C'est à peu près tout ce qui va se passer dans la lecture. Ensuite, scannez rapidement l'introduction. Ne lisez pas l'introduction. Allez directement à la fin de l'introduction, vous allez trouver les hypothèses de base de la recherche qui fait l'objet de cet article. Prenez note de cette hypothèse et allez directement à la partie résultats ou discussion et voyez ce que les auteurs finalement ont trouvé, entre guillemets. Une fois que vous avez lu ça et que vous en retirez les points les plus importants, vous pouvez passer à la conclusion qui contient les limites de la recherche. Et si vous avez encore le temps, vous pouvez relire l'introduction qui vous donne toute la revue de la recherche, la littérature sur le sujet. Puis si vous avez le goût, vous pouvez aller à la méthode. Généralement, je regarde ça parce que j'aime la méthode, et ou si vous avez un cours de méthodologie, sinon, c'est absolument pas nécessaire de lire cette partie-là. Enfin, on va vous donner des fois des vidéos à visionner. Là aussi, le TAD, titre, auteur et date. Quelle est l'origine de cette vidéo? Est-ce que, encore une fois, ça vient de quelque chose de pas terriblement sérieux, comme le Huffington Post, ou ça vient de TED, ou ça vient d'une université? C'est important de regarder l'origine et surtout de regarder la durée. Certaines des vidéos qu'on va vous donner à visionner ou des balados audio font 10 minutes. D'autres peuvent faire 90 minutes. Donc regardez rapidement si la vidéo est longue, l'introduction et puis les dernières minutes, qui devraient théoriquement être la conclusion. Et recommencez la vidéo et là vous regardez les grands points. Souvent, on va vous donner des questions préalables, mais assurez-vous que vous avez suffisamment de temps pour regarder la vidéo et que vous mettez sur pause quand vous en avez besoin pour prendre vos notes. Voilà, vous avez fait des choses, vous avez préparé vos lectures. N'oubliez pas de prendre quelques minutes une fois que vous vous dites « ça y est, je suis prêt pour le cours » pour retourner au plan de cours, voir si vous avez oublié quelque chose, mais surtout voir si tout ça a du sens. J'ai souvent vu des étudiants qui confondent des cours et des semaines et qui arrivent en cours super bien préparés pour la semaine d'après. Et là, c'est un peu un problème parce que ce qui va se passer aura très peu de sens finalement dans le cours. Donc prenez ces quelques minutes. Si vous n'êtes pas préparé encore une fois, ne venez pas en cours. Allez vous préparer, prenez au moins 1 heure et passez à travers les lectures et les visionnements que vous avez à faire. Parce que sinon vous perdez votre temps, ceux de vos collègues. Maintenant, vous êtes en cours, vous êtes préparé, mais que se passe-t-il? Posez des questions. Quand vous arrivez en cours, vous devriez avoir des questions. Sinon, vous n'avez rien à faire dans ce cours si vous avez tout compris. Que ce soit des questions sur la théorie ou de comment l'appliquer, vous devriez avoir absolument avec vous vos notes de préparation et dans ces notes de préparation, il devrait y avoir des questions. Observez ce qui se passe en cours, surtout si c'est un retour aux études. Voyez comment les autres agissent, voyez ce qui n'est pas toujours utile et voyez les réactions que certaines intentions de vos collègues provoquent chez leurs collègues ou chez le professeur. Mais surtout en cours, prenez des notes. Je ne comprendrai jamais comment vous pouvez être assis quelque part sans prendre de notes. Quelles que soient les conférences où je vais,
Quand il y a quelqu'un qui m'explique des choses, je prends des notes. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs fondamentales sur la façon dont fonctionne notre cerveau et dans lesquelles on tombe, qui sont des mythes sur la prise de notes en cours. La plupart des étudiants me disent, ceux qui ne prennent pas de notes, je me souviendrai, ou alors je voudrais participer, ouais mais de toute façon je vais bien apprendre quelque chose et j'en tirerai bien quelque chose. Quand j'entends je me souviendrai, je dois vous rappeler que vous n'êtes pas des éléphants, vous ne vous souviendrez pas. La recherche des 50 dernières années montre que quand vous sortez de cours, vous avez déjà oublié 50% des informations et qu'au fur et à mesure que les heures passent, au bout de 24 heures, vous aurez oublié 50% des 50% qui vous restaient. Au bout de 48 heures, vous vous souviendrez de très très peu de choses. Si vous voulez participer, mais c'est formidable, mais si vous avez 3 heures de cours, vous devriez sans problème trouver un équilibre entre prendre des notes et participer. Pour ceux qui pensent que juste parce qu'ils sont assis là, sans rien faire, ils vont apprendre, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle, l'apprentissage en université, ça n'est pas de l'osmose. C'est pas juste parce que vous êtes assis là que vous allez absorber toutes les connaissances. Et donc, vous n'en tirerez rien, c'est absolument certain. C'est pas parce que vous êtes là en cours, vous êtes venu, que vous avez assisté à un cours, que vous en tirerez quelque chose. Donc, prenez des notes en cours. Maintenant, puisqu'on parle de participation, formidable, vous voulez participer, et certains cours vont vous donner des points pour votre participation. Ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous vous comportiez comme un perroquet en répétant ce que vient de dire le prof ou en répétant ce que vient de dire un collègue juste 2 minutes avant. Ça marche pas. Ce qui est intéressant, c'est quand vous apportez de l'eau au moulin, quand vous avez peut-être un problème sur quelque chose où vous dites là, ok, là je comprends pas. Et souvent, je vois des étudiants qui n'osent pas poser de questions parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bête. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je peux vous garantir que la moitié de la classe est exactement dans la même situation que vous et vous allez les libérer, vous, en posant la question en disant « je ne comprends pas ». Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même à faire des objections, à critiquer quelque chose de manière constructive et positive, de manière à ce que tout le monde avance. Et c'est là que vous aurez le maximum de points de participation. En gros, en cours, ne restez pas passif. Personne n'a envie de jouer avec le joueur qui est assis sur le banc, le ballon sous le bras. Et ce que je vois souvent, c'est que les étudiants passifs finissent par s'ennuyer mortellement. Alors, ne croyez pas que quand vous êtes sur Facebook, je ne m'en rends pas compte. Même si j'ai 80 étudiants dans ma classe, je vois ceux qui sont sur Facebook. Je vois ceux qui préparent d'autres lectures, je vois qui regardent même des vidéos YouTube. Et puis le problème, c'est que si vous vous ennuyez, quelque part, c'est un signal d'alarme. Si vous vous ennuyez en cours, c'est le signal que ou la matière ne vous convient pas, le style du prof ne vous convient pas, vous n'avez pas fait la job, ou vous ne faites pas l'effort qu'il y a à faire pour ramener toutes ces connaissances à votre cas spécifique. Vous êtes là pour apprendre quelque chose qui théoriquement va vous servir plus tard. Mais ce que je vois surtout, c'est des étudiants qui sont distraits. Distraits par les courriels qui rentrent, les notifications, les textos, le Facebook, le machin, le truc. Les téléphones intelligents, je pense qu'ils s'appellent intelligents, en fait, c'est pour mesurer à quel point on est intelligent quand on les ignore. Parce que ce sont des outils pour nous et que nous ne sommes pas à leur service. La distraction est devenue une industrie. Des livres sortent tous les jours sur comment être moins distrait. C'est un fléau parce qu'on finit par faire 18 000 choses en même temps. Et quelque part, on les fait toutes de travers et surtout, on épuise notre cerveau. Donc, c'est aussi une des raisons rester distrait pour lesquelles, finalement, on devient de plus en plus stressé et il y a de plus en plus de problèmes, de troubles de l'adaptation au travail. Donc, quand vous êtes en cours, mettez votre téléphone sur silencieux et tournez le téléphone face contre table ou rentrez-le dans votre sac et enlevez toutes les notifications sur votre ordinateur. Bien sûr, un cours, c'est comme une réunion. Quand vous êtes en réunion, vous ne commencez pas à regarder votre téléphone. Si c'est le cas, il y a un problème dans la manière dont les réunions sont gérées. Vous êtes là pour interagir avec vos collègues. Et puis, il y a les autres distractions qui sont, je m'ennuie un peu en cours, alors je vais sortir faire pipi, tiens. Ou alors sortir prendre un appel. Quand vous sortez pendant un cours, c'est extrêmement gênant pour l'enseignant, mais aussi pour vos collègues. Quand vous êtes sur votre compte Facebook avec l'ordinateur ouvert, c'est gênant pour les collègues qui sont à côté de vous, qui immanquablement sont distraits, même s'ils ne le veulent pas. C'est gênant pour les 3 collègues qui sont derrière vous. On va vous donner des pauses dans tous les cours. Si vous avez un cours de 3 heures, vous aurez une pause au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Donc, vous pourrez aller faire pipi.
il n'y aura pas de problème. Et il y a des exceptions à tout ça. Oui, vous avez peut-être un enfant malade à la maison et vous aurez les yeux rivés sur le téléphone et vous aurez besoin de sortir si la gardienne sonne. Et puis, il y a ceux d'entre nous qui sont sur appel. Dans ces cas-là, prévenez votre enseignant et prévenez les collègues autour de vous. Et surtout, asseyez-vous près de la porte de manière à pouvoir sortir sans traverser la totalité de la salle. Après le cours, reprenez vos pages de notes. Complétez dans les 24 à 48 heures vos notes avec ce qui s'est passé en classe. Assurez-vous que toutes les questions ont été répondues. Et la question à laquelle vous devez répondre après le cours, qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas avant le cours? Ça peut aller dans la partie synthèse en bas de la page. Et en retournant au plan de cours, vous allez pouvoir ramener tout ce qui s'est passé à ce que le plan de cours indiquait allait être votre objectif d'apprentissage pour ce cours-là. Donc, cette partie après les cours est extrêmement importante et elle est souvent délaissée par les étudiants. Tout ça, ça va vous permettre de maximiser votre temps de préparation et votre performance aux travaux d'évaluation. Encore une fois, mettez-vous des alarmes. Je vois tous les semestres des étudiants perdre 10 à 15 points parce qu'ils ont oublié qu'il y avait un examen, un quiz, un travail à rendre. Et surtout, quand vous prévoyez le temps que ça va vous prendre pour faire un travail d'évaluation, c'est comme la construction, prévoyez 20% de temps en plus minimum. Enfin, quand vous faites un travail d'évaluation, demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce qu'on mesure vos connaissances ou votre capacité à appliquer ou à critiquer ou à créer? Donc ça doit être très clair. Vérifiez deux choses. Vérifiez avant le travail à rendre que vous avez compris tout ça. Posez des questions à votre enseignant et vérifiez avant de rendre le travail, que ce soit en classe devant votre ordinateur ou à la maison, vérifiez votre français, vérifiez que vous avez répondu à toutes les questions. Tous les semestres, je vois des étudiants perdre des points parce qu'ils n'ont pas pris les 10 minutes nécessaires pour vérifier leur travail avant de le rendre. Donc, on a vu 4 trucs, des choses à faire avant de faire les choses. Et puis, on a aussi vu 4 autres trucs sur les choses qu'il y a à faire pour préparer chaque cours. Donc, ces 8 trucs, je l'espère, vont vous aider. Mais si vous avez des questions, n'oubliez pas que vos enseignants sont payés pour être là. Ils sont là tout le semestre pour vous guider, vous coacher, envoyez-leur des courriels, allez les voir en classe. Ils sont là pour ça. Ne restez pas dans votre coin si vous avez des questions. Vous avez des questions, c'est ça qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en avoir. Vous avez des références sous cet écran si vous voulez aller plus loin. Et surtout, je vous souhaite une très belle session et beaucoup de plaisir.